En même temps que ces recherches, personnelles se sont souvent, le plus souvent, associées à des recherches collectives, pas seulement sur les Andes, souvent des recherches américanistes, et parfois même des recherches plus amples. Je vous parlais tout à l'heure du séminaire de Détienne, d'autres séminaires, et en particulier ont donné lieu à des ouvrages collectifs que j'ai organisés. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce rituel de mémoire, en quelque sorte, cette performance discursive dont je vous parlais quant au rituel des croix. Hein. Je ne sais pas si on fait un lien entre les différentes... Et là, ce travail, je l'ai inséré dans un ensemble de travaux que nous avons réunis, Aurore Monod-Béclin et moi-même, à l'occasion des événements de célébration ou de condamnation, en tout cas de tout ce qui a marqué 1992, la date du contact. Et nous avons fait un livre qui s'appelle Mémoire de la tradition, qui rassemble un certain nombre de travaux dans tout le continent américain sur la manière dont les Amérindiens, comment les Amérindiens expriment ce contact, comment ce contact est exprimé dans la langue, dans le rituel, dans le mythe, les différentes formes amérindiennes de mémoire du contact. Voilà. Et puis, autre livre collectif avec Serge Gruzinski, Jean-Michel Salman et Carmen Salazar, Visions indiennes, visions baroques, les métissages de l'inconscient, où nous avons examiné l'activité missionnaire au Mexique, dans les Andes, et pour Michel Salman, dans le royaume de Naples. Vous voyez que là, il y a déjà un petit axe comparatif qui se dessine. Nous avons fait plusieurs séminaires et là, les travaux sont rassemblés dans ce livre publié au PUF. Alors, je vous parlais tout à l'heure je viens à l'instant de vous parler de l'activité visionnaire. J'ai fait tout un travail là-dessus à Yucay, et en observant à quel point l'activité visionnaire a de l'importance pour les Indiens, même les Andins, même dans la culture préhispanique. Hein. On le voit dans le livre que je viens de vous présenter. Et quant à moi, ces visions, cette activité visionnaire, sa spécificité, et ce qui est très intéressant, c'est que cette activité visionnaire a un caractère structurant. En particulier dans cette zone médiane des terrasses incaïques, où se produisent des visions intempestives la nuit. Et alors, ce qui est très intéressant dans les visions que j'ai étudiées, c'est qu'elles sont récurrentes et que ce sont toujours les mêmes, aux mêmes endroits. Donc, si vous voulez, c'est complètement différent de la vision occidentale, qui est celle d'un individu. Il faut voir les procès d'inquisition, par exemple, souvent des femmes à moitié sorcières, des hystériques, etc., des individus. Donc là, c'est véritablement plusieurs membres de la communauté qui vous disent avoir eu des visions tout à fait comparables au même endroit. Hein. Et dans des lieux, par exemple, là, une vision tout à fait caractéristique de ces terrasses incaïques, c'est celle que vous pouvez avoir quand vous vous trouvez sous un arbre lucuma asexué, qui n'est ni masculin ni féminin, et qui se trouve, comme par hasard, à la limite entre la moitié haute masculine et la moitié basse féminine des terrasses incaïques. Voyez. Eh bien là, le soir, vous pouvez avoir la foudre qui est attirée par ce lucuma, laquelle foudre elle-même fait un lien entre le haut du ciel et le bas, la terre, n'est-ce pas ?
et apparaît devant vous un crapaud gigantesque qui mesure 2 mètres de haut, qui est une représentation de Pachamama, la divinité de la terre. C'est que la divinité de la terre se présente à vous sous forme de vision, hein, et comme par hasard, si vous étudiez ce crapaud a une particularité, c'est qu'il perd ses mues. Il a la peau qui disparaît une fois par an et qui repousse. Donc la peau liminale entre l'intérieur et l'extérieur de son corps, encore un élément liminal, encore une homologie structurale. Et en plus, il a la coutume, ce crapaud, il faut en faire une zoologie, j'étais au Muséum d'histoire naturelle pour ça, il a la particularité de vivre à la fois à l'intérieur de la Terre, suivant les saisons, ou à l'extérieur de la Terre, suivant d'autres saisons. C'est-à-dire qu'il est un être entre le dedans de la Terre et le dehors de la Terre. Il est vraiment éminemment liminal, tellement liminal que la liminalité est vécue par son propre corps sous forme de mue, vous voyez. Donc la mue du corps, le fait de vivre en haut et en bas, le fait d'apparaître sous un arbre asexué, c'est des homologies de structures tout à fait étonnantes. Et ces visions m'ont permis de voir que les terrasses de Yucay, finalement, là j'ai fait un rapport entre les travaux de Verónica Cereceda, grande anthropologue qui travaille sur les textiles andins, et qui montre que les textiles andins sont, la plupart du temps, faits de 2 parties, avec une ligne médiane tissée au milieu, hein, où se rencontrent les 2 moitiés du tissu. Et donc j'ai fait un rapport j'ai établi une relation entre les terrasses incaïques, leur esthétique finalement, sous forme de vision, et les tissus étudiés par Verónica Cereceda. Et vous allez le voir plus tard dans ce que je vais raconter maintenant, probablement les tinku, c'est-à-dire les batailles rituelles entre 2 moitiés, moitié masculine et moitié féminine. On a, si vous voulez, une rencontre, on va voir qu'on a des batailles rituelles dans les Andes, dans ce qui va venir là, entre une moitié masculine et une moitié féminine, qui là prend dans les terrasses de Yucay une forme esthétique tout à fait similaire à celle des tissus andins. Donc ça, cette activité visionnaire m'a fait découvrir ça. Et puis par ailleurs, si vous voulez, j'ai découvert quelque chose aussi d'assez intéressant. C'est que dans cette communauté, et je pense que si vous voulez, les champs sémantiques dans lesquels nous travaillons, les visions, le rituel, les mythes, parfois il faut être un petit peu révolutionnaire et essayer d'arrêter avec ces catégories. Parce que par exemple, les visions que j'ai étudiées, qui sont récurrentes dans les lieux, dans les personnes, c'est finalement, elles se présentent comme quoi? Elles se présentent comme un rituel. C'est-à-dire que le rituel, là, n'est pas fait par des gestes, par une action rituelle organisée, mais par le fait que toute personne qui se trouve à tel lieu, dans de telles circonstances, a la même vision, avec ce que Lévi-Strauss considère comme un élément essentiel du rituel, c'est une émotion. Une émotion, puisque les gens vous racontent ces visions, et là c'est un élément capital, avec une extraordinaire émotion. Ils ont vraiment le sentiment, en voyant ce crapaud, qu'ils ont vécu quelque chose de tout à fait... Moi, j'ai eu, par exemple, sur l'ordre des catégories de l'espace et du temps, quand un paysan me raconte qu'il a rencontré, qu'il était à l'étage du bas, et qu'il a rencontré devant lui un oiseau qui correspond à l'étage du haut, qui n'aurait pas dû être là, si vous voulez. Et que comme il n'aurait pas dû être là, c'est une vision, le type me raconte ça absolument terrorisé. Enfin, dans une situation de stress, avec une émotion absolument grandiose. Donc, pour lui, cette vision, c'est le désordre des catégories, c'est-à-dire cette ligne médiane, vous voyez, parce que la ligne qui est là au milieu, c'est à la fois une ligne qui structure les 2 parties, donc qui génère de l'ordre, mais en même temps qui génère de l'ordre à partir de quelque chose de chaotique, que Verónica Cereceda voit bien dans ses tissus.
et qu'elle désigne comme une kissa, où deux couleurs se combinent et s'entremêlent. Oui. Donc là, j'ai un peu découvert plutôt que les visions que j'avais observées pouvaient vraiment être constituées en rituel, et que c'était là aussi un autre domaine, puisque les Andins ont beaucoup de rituels et ont une grande ritualité dans leur vie. Et je crois que les visions en font véritablement partie. Voilà, alors je vous parlais tout à l'heure, comme quoi il y a une relation entre tout. J'ai fait dans cet espace de temps un travail sur un rituel du Kroyuliti, mais que je reprendrai peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, puisque je suis dans les rencontres entre les moitiés de Yukai, de l'espace et du temps, toutes ces homologies de structure, et maintenant dans les deux moitiés des terrasses incaïques, alors là, je suis arrivée par un tout autre biais. Je voulais voir de plus près ce que mes collègues, Tristan Platt en particulier, avaient étudié, les batailles rituelles ou Tinku, comment j'avais l'intuition que ça pouvait vraiment enrichir mon travail. Et donc j'ai entrepris une réflexion sur les batailles rituelles appelées Tinku, ce pourquoi je me suis rendue en Bolivie, dans le Nord Potosí, pour un bref terrain. Et j'ai fait plusieurs articles là-dessus. Un article qui a connu pas mal d'écho par la suite, où j'ai essayé de modéliser en quelque sorte le Tinku, les batailles rituelles. Alors je dirai deux mots en quoi ça consiste pour qu'on s'y puisse retrouver. Tinku, en quechua, signifie rencontre. C'est un terme qui est très ambigu, puisqu'il est à la fois, il signifie à la fois une rencontre harmonieuse, la clé dans une serrure, et une rencontre combative, conflictuelle, et en même temps une rencontre amoureuse. C'est un mot qui est souvent dans la racine de mots désignant l'acte sexuel. Donc un mot très riche, très ambigu et très polymorphe, avec une sémantique un peu compliquée. Alors les batailles rituelles qu'on voit surtout dans le Nord Potosí, mais qu'on peut retrouver dans des documents d'archives aussi, eh bien c'est la rencontre, nous avons dans cette région, dans le Nord Potosí, des sociétés qui se vivent en tant qu'ethnie, on en avait parlé tout à l'heure, et qui pratiquent donc le contrôle d'étages écologiques différents, puisque ces ethnies sont divisées en deux moitiés, généralement, et ça c'est très important, des moitiés endogames. Chacune de ces moitiés étant distribuée, les familles étant distribuées sur un terrain du haut et sur un terrain du bas. C'est-à-dire qu'on a un tableau à 4 cases, une moitié avec une moitié haute et une moitié basse, une moitié A, masculine, une moitié B, féminine, composée d'une moitié haute et une moitié basse. Une boîte de répartition qu'on retrouve dans l'Empire Inca, par exemple. Et donc, les deux moitiés endogames, et donc, entre lesquelles les femmes ne circulent pas. Et donc là, vous avez, d'abord, je me suis penchée là-dessus, parce que j'avais un problème théorique qui était très intéressant, qui a fait l'objet d'un débat entre Lévi-Strauss et Maybury Lewis, la compatibilité, le problème de comment est-ce possible que deux moitiés endogames forment une ethnie si elles n'échangent pas de femmes. Vous voyez, ça paraît... Et alors, j'ai fait un lien, c'était pour moi un mystère, deux moitiés qui considèrent qu'elles forment une ethnie mais qui n'échangent pas de femmes. Qu'est-ce qu'elles échangent ? Eh bien, j'ai découvert, après tout mon travail sur les batailles rituelles, que ce qu'elles échangent, ce sont des morts, justement. Des morts dans les batailles rituelles. Loin d'échanger des femmes, ils échangent des morts. Et comment ? Chaque année,
est organisé un grand rituel, une grande bataille rituelle entre la moitié masculine et la moitié féminine. Alors on a une moitié masculine haute et droite. Je ne vous détaille pas comment on dégage ces caractéristiques, hein, elles sont appelées comme ça, et une moitié féminine, basse et gauche. Donc bataille qui prend des allures très très différentes. Par exemple, dans la région de Cusco, on a des batailles comme ça, à cheval, avec des frondes, des pierres et des frondes qui s'affrontent, des moitiés qui s'affrontent à cheval, à coups de hondas, et lawis, et dans la région de Canas, de la région de Cusco. Et dans le nord Potosí, c'est essentiellement avec des lancers de pierres et des combats corps à corps, avec toutes sortes d'armes de poing. Bon, hélas, je crois que je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'ethnographie de ces batailles. Hein, c'est vraiment d'une grande, grande richesse. La veille, pour savoir laquelle des moitiés va gagner, on a consulté un chaman qui va consulter les divinités des montagnes dans la nuit, en faisant des offrandes, des rituels très très compliqués que je n'ai pas le temps de détailler. Et puis cet affrontement sanglant des blessés, et parfois des morts. Et le mort, quand il y a un mort, on le sait très très vite, et le mort est désigné comme le bon mort. Le bon mort n'est pas du tout vécu comme un événement catastrophique, mais plutôt comme quelque chose de relativement positif, puisque il y a donc dans ces batailles rituelles des morts. Souvent les morts, Tristan Platte a parlé d'actes de cannibalisme. Hein, on mange sa langue, son foie, enfin. Il y a des actes de cannibalisme, je n'en ai pas vu du tout pour ma part, mais il en parle de manière tout à fait documentée. Et par ailleurs, ce mort, eh bien, il est, on peut le voir à travers différentes ethnographies et beaucoup d'exégèses surtout, il est offert à la terre-mère comme un sacrifice. Enfin, il est offert à la terre-mère, c'est moi qui dis que c'est un sacrifice, ils vous diront jamais c'est un sacrifice, c'est moi qui le dis. Il est offert à la Pachamama pour que les cultures soient fécondes, pour qu'on ait des bonnes cultures de cette année-là. Donc, comme vous le voyez, il y a dans ces batailles rituelles une dimension sacrificielle, et qui n'est pas du tout évidente au premier abord. Ce qui est très, très intéressant dans ces batailles rituelles, c'est que quand vous les abordez, quand vous êtes dedans, hein, c'est assez dangereux d'ailleurs, ça se présente comme un chaos total, les gens se tapent dessus, on a l'impression que c'est tout le monde contre tout le monde, un bordel absolument où on ne distingue plus les moitiés, où est la moitié machin, l'autre moitié, c'est vraiment un combat. Moi j'ai observé celle de Yayahuita, dans le Nord Potosí. Et on a l'impression d'un désordre total. Mais au fond, il y a chacun sait dans quelle moitié il est. Et en plus, il y a la possibilité, si vous voulez, de regrouper des moitiés pour constituer une unité contre une autre moitié. Donc ce sont des processus de constitution d'identité par moitié, chaque année reproduite par le rituel, qui sont très importantes. Et ce chaos, en fait, moi, après beaucoup de réflexion, j'en ai proposé une sorte de modèle, hein, dans lequel on peut distinguer deux opérations. D'une part, une opération, et alors là, il faut mais malheureusement, je n'ai pas le temps de tout faire, mais il faudrait que je dise que c'est une époque où je m'intéresse aussi aux sociétés de terre basse amazonienne, puisqu'à cette époque, je suis dans une équipe qui s'appelle Amazande, où nous faisons des comparaisons entre les cultures des terres hautes et des terres basses des Andes.
Et donc, je suis très sensible aux travaux que font mes collègues des sociétés des terres basses, et en particulier à des phénomènes d'endocannibalisme, d'exocannibalisme, ce qu'on a appelé l'altérité constitutive, etc. Et donc, je vois dans ces batailles rituelles, que j'observe dans le Nord Potosí, hein, là on est à 4000 mètres d'altitude, très loin, j'observe des processus, des procédés que je vois très bien relevés de terre basse, hein, en particulier avec les actes de cannibalisme dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'il y a entre les deux moitiés A et B qui s'affrontent dans la bataille une sorte d'altérité constitutive. C'est-à-dire je suis A parce que je m'affronte à B. C'est-à-dire que l'existence de B contribue à l'existence de A. Et l'existence de A à celle de B, et réciproquement. Chacune des moitiés représente l'altérité de l'autre, et à ce titre, elle bâtit l'identité de la moitié. Et c'est d'autant plus évident qu'il y a des actes de cannibalisme, puisque j'ingère des éléments du corps de l'autre moitié. Alors, ce sont des choses à l'époque, on n'en parlait pas du tout, mais ensuite, tout ça a été repris par les travaux au Brésil de Viveiros de Castro et le perspectivisme, et de voir comment, finalement, ce que une moitié insère en elle-même, c'est la perspective que l'autre a d'elle-même, n'est-ce pas ? Ce sont des espèces d'échanges de perspectives. À l'époque, moi j'ai publié ça en 1978, on était très très loin de ça. Mais on parlait déjà d'altérité constitutive. Alors ça, c'est la première opération dont je vous parle. La deuxième opération dont je vous parle, évidemment, c'est le processus sacrificiel. Et là, évidemment, je prends le travail, je m'inspire pour mon analyse de ce sacrifice très bizarre, hein, puisque on ne le voit pas. C'est vraiment... personne n'a vu le mort offert à la Pachamama. Les gens vous en parlent, c'est évident, mais on ne l'a pas vu. Mais il y a dans le schéma de Mauss une distinction qui est très féconde entre l'offrant du sacrifice, le sacrificateur, la victime et le destinataire. Je prends le schéma de Mauss et je suis fascinée par son fonctionnement dans les batailles rituelles andines, puisque j'ai un offrant, donc une moitié, une victime dans l'autre moitié, c'est-à-dire dans une moitié j'ai l'offrant et le sacrificateur, dans l'autre moitié j'ai la victime, évidemment on ne tue pas sa propre moitié, on tue quelqu'un dans l'autre moitié, c'est évident. Sacrifice qui est offert à un destinataire qui est qui ? Pachamama, un dieu. Donc le schéma de Mauss parfaitement clair, montrant que la moitié A, offrant et sacrificateur, la moitié B, victime, sont dans la même ethnie, puisqu'elles offrent ce même sacrifice au destinataire qui est la Pachamama de la terre. Donc là, ça marche à plein tube, et si vous voulez, vous avez un schéma très intéressant, où un seul et même rituel contient en lui deux opérations. Une opération qui distingue chacune des moitiés par altérité constitutive, A et B, que j'ai expliqué à l'instant, et une seconde opération, le sacrifice, avec un circuit sacrificiel, qui réunit les deux moitiés en une seule, par opposition à un troisième élément, qui est la divinité Pachamama. Donc nous avons dans un seul et même acte rituel, tuer un individu de l'autre moitié, une disjonction des moitiés, à travers l'altérité constitutive, et une conjonction des moitiés à travers le processus sacrificiel d'offrande à la terre. Et là, j'ai proposé quelque chose qui... il y a eu plusieurs discussions, cet article a fait l'objet de plusieurs discussions, et d'autres travaux. Et pour ma part, et en particulier de beaucoup de discussions, si vous voulez, à l'intérieur de ce groupe Amazon dont je vous parlais tout à l'heure,
sur les... C'est un groupe très intéressant, si vous voulez, parce que nous étions là aussi assez révolutionnaires. On parle vraiment d'une période de fondation de l'anthropologie, c'est vrai. C'est pas... Nous avions fondé ce groupe parce nous trouvions qu'il y avait un... Alors, nous, c'est France-Marie Renard-Caswitz, Anne-Christine Taylor-Descola, Thierry Seigne et moi. On était 4. Et on pensait qu'il fallait désenclaver, enfin il y avait une coupure épistémologique qui était comme un dogme entre les terres hautes et les terres basses. Hein. En haut, les gens civilisés avec un État, les Incas, des Indiens étatiques, civilisés, machin. Et en bas, des sauvages, cannibales, nus, féroces, cannibales, cette espèce de représentation complètement ethnocentrée. Et nous avions décidé que faire finalement d'un fantasme une coupure épistémologique, ce n'était pas raisonnable, et qu'il fallait voir tous les traits que l'une, essayer de trouver des traits communs, enfin essayer de réfléchir sur cette frontière tout à fait artificielle. On a fait beaucoup de travaux, et en particulier des livres. Et donc là, si vous voulez, avec les batailles rituelles, là aussi, je me mettais sur une frontière entre les terres hautes et les terres basses. Le premier procédé relevant plutôt des terres basses et le deuxième sacrificiel des terres hautes. Et par la suite, j'ai repris ce travail. On l'a repris l'année dernière, non, cette année et l'année dernière. Moi, j'ai repris ce travail parce que je me suis dit que, si vous voulez, le schéma que j'avais découvert, je pouvais peut-être éclairer avec ça la guerre Inca. La guerre Inca. Et donc là, il faut que je vous parle d'un autre pan de ma recherche dont je n'ai pas du tout parlé. C'est mes recherches sur la guerre Inca, que j'ai entreprise pour essayer de l'éclairer avec ce phénomène. Et j'ai réussi vraiment mon entreprise, puisqu'il y a dans la guerre Inca, j'ai réussi à dégager 2 opérations évidentes. C'est d'un côté tout ce qui est tête, trophée, des actes de prédation de l'ennemi, hein, en particulier les têtes trophées, qui relèvent vraiment de sociétés de terre basse, d'une part, et d'autre part, tout un processus de caparrocha, de sacrifice humain, caparrocha, des sacrifices humains qui sont offerts aux divinités et qui relèvent de la deuxième opération. Et là, évidemment, j'ai mené tout un travail sur la caparrocha, qui est un sacrifice de jeunes enfants offerts par l'Inca, ces jeunes enfants étant des enfants, mais j'ai évidemment pas le temps d'en parler, des enfants des chefferies vaincues par l'État, qui sont offerts en sacrifice, avec des rituels extrêmement compliqués. On aura peut-être le temps d'y revenir, parce que c'est un pas très intéressant de la recherche qui montre qu'avec finalement, si vous voulez, en général, on dit « Ah, ben, on va partir de l'origine à le jour ». Vous voyez ? Cette idée stupide qu'on va mieux comprendre. L'idée stupide qu'on va mieux comprendre un phénomène en faisant son histoire. Il y a des gens dans notre profession qui confondent faire la généalogie d'un phénomène et comprendre un phénomène synchronique. C'est-à-dire, je ne comprendrai un phénomène synchronique que quand j'en aurai fait la diachronie. C'est absolument idiot. On peut au contraire voir un phénomène synchronique comme les batailles rituelles, dégager un modèle et aller au contraire examiner le passé Inca avec un modèle contemporain. C'est ce que j'ai fait. Et ça marche très bien, encore mieux. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, je suis passée de sociétés temporelles à des sociétés structurelles. Et que ce qu'on compare, ce n'est pas des temps, c'est des structures. Et donc, dans la guerre Inca, j'ai pu montrer comment les 2 mécanismes dégagés en ce qui concerne dans les batailles rituelles contemporaines ont une valeur explicative.